Benguer vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Benguer, c'est une équipe, Benguer, c'est un projet, Benguer, c'est diffuser un peu la connaissance des uns et des autres. Voilà l'émission Benguer. Bonjour à tous et bienvenue dans Benguer, la vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un journaliste très talentueux qui officie ici sur la chaîne internationale France 24. Je vous invite à le découvrir juste après son portrait que voici. Originaire de Haïti, Philomé Robert officie depuis 9 ans sur la chaîne française d'information internationale France 24. Doté d'un parcours exemplaire, Philomé Robert est diplômé à la faculté de linguistique appliquée et à la faculté de droit de Port-au-Prince. Il est également diplômé à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po à Paris. Après avoir travaillé à Radio Vision 2000 à Port-au-Prince, à France Culture et à Radio France Internationale en France, Philomé Robert est aujourd'hui présentateur du Paris Direct et des éditions d'information du week-end sur la chaîne internationale France 24. Son professionnalisme et son charisme font de lui un journaliste apprécié et reconnu. Bonjour Philomé Robert. Bonjour Artrance. Bienvenue dans Benguer. Merci de m'avoir invité. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci d'être venu jusqu'à moi. Et vous allez bien? Parce qu'on sait que vous vous levez très tôt le matin. Oui, enfin, je vais très bien. Physiquement, j'ai pas de problème. Effectivement, pour ceux qui font comme moi les matinales, comme on dit, on se lève très tôt. Je me lève très tôt, 2h ou 3h du matin pour assurer les tranches d'information dont j'ai la responsabilité. Et c'est évident comme ça de se lever tôt le matin, tous les week-ends? Non, c'est pas facile parce que, comme vous savez, notre corps est censé suivre le rythme du soleil, quoi, en quelque sorte. On n'est pas censé se lever à des horaires pareils, mais pour les besoins du travail, on va le dire comme ça, je me réveille à 2h ou 3h du matin pour assurer ces tranches d'information. D'accord. On sait que vous avez débuté votre carrière à Radio Vision 2000 en Haïti, votre pays d'origine. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur vos débuts? Oh, moi avant de faire la télévision, je suis d'abord et avant tout un homme de radio. Donc j'ai commencé par la radio, effectivement à Port-au-Prince, Radio Vision 2000, une radio privée. J'y suis entré comme journaliste au service culture et assez rapidement je suis passé à ce qui s'appelle encore chez nous la salle des nouvelles, à savoir la rédaction qui traite les actualités politiques, économiques, sociales. Donc j'ai quitté la culture pour rejoindre la politique, entre guillemets, et assez rapidement, je suis passé de celui qui faisait les chiens écrasés, les sujets qui passaient en fin de journal, à faire de ces sujets-là aux sujets qui passaient en milieu de journal, puis des sujets qui passaient en début de journal, jusqu'à faire le journal moi-même. Donc ça a pris quelques années, ce qui m'a permis d'avoir un peu d'expérience dans le milieu de la radio. Et quand je suis arrivé en France, j'ai eu la chance de poursuivre encore à la radio, mais cette fois à Radio France Internationale. Mais arrivé en France, vous avez poursuivi vos études. On sait que vous êtes diplômé de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po. Donc vous faisiez les études en même temps que la radio? Oui, enfin, j'ai toujours mené de front plusieurs vies, en vérité. Parce que quand je faisais la radio à Port-au-Prince, j'étais aussi à l'université. Et j'ai trois cursus, on va dire, trois parcours, la presse. Bon, c'est mon parcours professionnel, la radio, la télévision aujourd'hui. Et parallèlement, j'ai fait des études de linguistique et j'ai fait du droit. Tout ça en Haïti, tout ça en parallèle. Tout ça en parallèle et en même temps. Le temps, on le trouve, on le gère comme on peut. Et puis à l'époque aussi, j'étais un peu plus jeune.
C'était beaucoup plus facile. Et donc j'ai toujours mené tout ça de front, en même temps, en parallèle, en essayant d'être bien et d'être le mieux possible. Voilà. Et c'est un parcours exemplaire puisque vous êtes diplômé de Paris, Panthéon-Sorbonne, de Sciences Po. En même temps, vous avez fait des études de langue. C'est un parcours exemplaire. Je ne sais pas si c'est un parcours exemplaire. En tout cas, moi, je viens d'un milieu dont la seule issue possible était le travail. Et le travail, d'abord le travail scolaire. Donc, je n'ai jamais eu à me poser de questions, en fait, puisqu'il fallait le faire et je l'ai fait. Et je n'ai jamais eu un amour fou pour l'école, en particulier pour le travail scolaire. Aujourd'hui, quand je regarde le temps que j'ai passé à étudier, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est éprouvant, c'est embêtant. Mais bon, je le dis parce qu'aujourd'hui, je fais quasi plus d'études. Oui. Mais vous vouliez passer à la pratique le plus tôt possible. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai un enfant de 13 ans. Quand je la vois faire ses devoirs, je lui cours après. Mais il faut passer par si là. elle s'ennuie, je vais pas l'encourager dans l'ennui, mais je peux comprendre. Ouais. Parce que la plupart du temps, effectivement, il y a un décalage absolu entre ce que les enfants apprennent dans un manuel et la vraie vie. Et donc, bon, en ce qui me concerne personnellement, il fallait travailler, je l'ai fait. Je dois ajouter qu'à la vérité, j'avais aussi... à l'école primaire, à l'école secondaire, j'étais boosté, entre guillemets, par le besoin d'être toujours premier. Et quand j'étais pas premier, j'étais malade. Ah. Et du coup, bon, le sens de la compétition à ce niveau-là m'a permis de... Ouais. Oui, mais bon, je ne sais pas si je le conseillerais aux plus jeunes. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, il y a autre chose, il y a d'autres sources d'envie, j'en sais rien. D'accord. Donc vous résidez en France depuis une dizaine d'années. Et selon quelques avis, on vous qualifie de journaliste engagé, militant. Ben, je l'ai été. Et d'ailleurs, c'est mon travail de journaliste engagé, entre guillemets, militant, entre guillemets, qui m'a conduit en exil en France. Et dans des circonstances absolument éprouvantes que je raconte dans mon livre Exil au crépuscule. Et effectivement, je crois que en étant journaliste, si on fait ce métier uniquement pour soi-même et pas pour les autres, si on ne s'engage pas en faveur des autres, quel que soit l'angle, quel que soit le genre qu'on explore, et le reportage de bien n'importe, pour moi, l'engagement est fondamental. Le militantisme est fondamental et je prends le soin de séparer le militantisme de l'action politique, ce qui est autre chose. Mais je pense fondamentalement que le journaliste de l'audiovisuel ou de la presse écrite ou du web, quand il s'exprime, il a des choses à dire, il a des choses auxquelles il croit, et s'il n'en est pas convaincu lui-même, je ne vois pas comment il peut convaincre les autres. Mais on dit souvent aussi que le journaliste doit rester neutre. Il n'y a pas de neutralité, ça c'est une fable. La neutralité n'existe pas plus que l'objectivité, dans la mesure où ce que nous racontons, nous les racontons bien entendu sous l'angle des faits, ce qui s'est passé où, comment, pourquoi, etc. Les journalistes savent ça, mais il y a notre ressenti, il y a notre histoire, il y a notre culture. L'honnêteté, enfin la neutralité, je n'y crois pas. L'objectivité, je n'y crois pas. L'honnêteté, en revanche, me semble une valeur cardinale, on ne peut pas y couper. Donc on peut ne pas être neutre, on peut ne pas être objectif, mais on ne peut pas se permettre d'être malhonnête. D'accord. Et qu'est-ce qui a justifié ce militantisme-là, partant de votre pays, Ben, moi, mon militantisme est lié d'abord et avant tout à Haïti, parce que je suis haïtien, je reste fondamentalement haïtien. Donc Haïti baigne mon parcours, à moins que ça soit l'inverse. Donc tout ce que je fais est lié à Haïti. Tout ce que j'ai fait, en tout cas, est lié à Haïti. Aujourd'hui, en France, j'ai une autre vie. Et donc, j'ai commencé comme journaliste en Haïti à une période assez trouble, en fait. On quittait la présidence de René Préval, on s'acheminait vers une sorte de passation de pouvoir bizarre entre l'ancien président Préval et l'ancien président Aristide.
Ils ont organisé des élections truquées. Il m'a semblé, pour la première fois que moi je votais, c'était il y a 15 ans, aux élections du 21 mai 2000, il m'a semblé tout naturel de dénoncer les résultats de ces élections qui étaient truquées, et pour moi ça participait d'un assassinat, d'un attentat contre la démocratie. Je ne pouvais pas l'accepter, de toute façon c'est pas une affaire personnelle, beaucoup de journalistes aussi, ma radio aussi ne l'acceptait pas. Et donc, je pense que c'est venu de ce besoin de voir ce pays, Haïti en l'occurrence, prendre pour le coup le virage de la démocratie, la vraie, et non pas une démocratie basée sur des mensonges et sur des votes truqués. D'accord, et c'est ce qui a valu votre exil alors? Ah oui. Parce que vous avez dénoncé... Absolument, oui. D'accord. Et vous repartez souvent en Haïti maintenant là, Je suis retourné en Haïti dans des conditions extrêmement tristes parce que c'était dans les premiers jours du tremblement de terre en 2010. À l'époque, je n'avais pas le droit parce que j'avais encore le statut de réfugié. Mais j'ai joué pieds et mains pour pouvoir y aller parce que de toute façon, il m'a semblé que ma place à ce moment-là n'était pas en France, pas sur les plateaux de France 24. Mais plutôt à Port-au-Prince, pas pour faire journaliste, mais pour être déjà aux côtés de ceux qui avaient vécu ça, pour être témoin et après rendre compte. Donc, je suis reparti en Haïti dans ces circonstances-là. D'accord, ben justement, on a vu votre reportage en direct sur France 24 quand vous étiez pour le séisme qui avait eu lieu en 2010. Oui, ça a été un moment émouvant. Comme vous le dites, pour vous? C'était un moment fort parce que ça faisait 8 ans que je n'avais pas mis les pieds en Haïti. J'avais quitté le pays dans des circonstances dramatiques, jeté dehors littéralement par le pouvoir de l'époque, le pouvoir de M. Jean-Bertrand Aristide. Et donc, me retrouver en tant que journaliste exilé chez moi, un pays que j'avais laissé debout physiquement et que je retrouve par terre, quasiment. Le séisme, c'est 7,3 sur l'échelle de Richter, un nombre de morts incalculable et des dégâts matériels incommensurables. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, le pays ne s'en est pas relevé. On se demande d'ailleurs s'il s'en relèvera un jour, mais bon, c'est notre affaire. Et donc, c'était extrêmement difficile de revenir dans ces conditions-là, de voir les amis, de voir la famille. Moi, j'ai dû porter des cercueils d'amis, de proches, et alors que j'étais en train de courir à droite et à gauche pour faire des sujets. Donc, ça n'a pas été facile. J'imagine. Bon, on espère qu'il n'y aura plus jamais de séisme en Haïti. On prie pour. Et on va marquer une petite pause. Je ne suis pas sûr que la prière y soit pour quelque chose, mais bon, ça c'est une autre affaire. On prie pour qu'il n'y ait plus de séisme. Et on va marquer une petite pause musicale avec ce beau clip intitulé Haïti debout. Haïti
ouais, pour tout reconstruire, du courage. Haïti, tourné vers son avenir, les yeux vers le ciel, on implore le Seigneur. Haïti, un nouveau jour, et des jours recommencer. Et sans notre la prière, que la vie soit toujours. Un nouveau jour, et des jours recommencer. Et sans notre la prière, que la vie soit toujours. Peuple d'Haïti, peuple frère d'Haïti, vous êtes si fort que personne ne peut rester indifférent. Philomé Robert, outre votre métier de journalisme, vous aimez bien écrire. On sait que vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé Exil au crépuscule et qu'auteur d'un autre intitulé Haïti, réinvente l'avenir. On peut parler un peu plus de ces deux ouvrages? Exil au crépuscule, c'est le texte, c'est le récit de cet exil dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas une autobiographie. Ça a été ma façon à moi de graver dans le marbre cette histoire qui m'est arrivée. Enfin, pas qu'à moi d'ailleurs, je le rappelle, parce que d'autres journalistes ont dû fuir et quitter Haïti en même temps que moi. Et après ces événements du 17 décembre 2001, qui nous ont poussés à quitter le pays. Donc j'ai raconté tout ça dans Exil au crépuscule. C'était une façon, en quelque sorte, de solder les comptes, en fait, avec cette période, tout au moins, donc, quand j'écrivais le texte, c'est ce à quoi j'ai pensé. Et puis, Haïti réinventer l'avenir, le livre dont je suis le co-auteur, c'est un condensé de textes publié après un colloque qui était organisé à Genève par l'Université de Genève, d'ailleurs, sur le thème Haïti des lendemains qui tremblent. Donc, des professionnels étaient venus d'Haïti d'un peu partout pour raconter ce qui s'était passé en Haïti avant le tremblement de terre, pendant le tremblement de terre et ce qui risquait de se passer après le tremblement de terre. Et j'ai signé une contribution sur la presse et le rôle des médias dans la couverture du séisme. Donc ces deux livres-là, pour moi, participent encore une fois de mon travail en tant que journaliste engagé en faveur de mon pays, Haïti. Ça, je ne le redirai jamais assez. Et donc, voilà, je souligne que je suis auteur, pas écrivain, parce que je ne vis pas de ma plume. En revanche, là, j'essaye de m'attaquer à d'autres genres en ce moment. Mais ça, c'est un secret pour le coup, parce que là, je suis en train de travailler sur au moins 2 textes. Et de fiction et de contes. Et c'est une autre aventure, parce que c'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon d'écrire, parce que là, on n'est plus dans le compte-rendu, on n'est plus dans le reportage, on n'est plus dans le ressenti, mais on est dans la création de la fiction. Je m'y essaye, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc si j'arrive au bout de mon aventure, j'avoue que je suis un peu paresseux. Si j'arrive au bout, je la publierai, là vous découvrirez de quoi il s'agit. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la candidature de l'artiste Wyclef? Vous savez, Haïti, c'est un pays en voie de démocratisation. Tout un chacun peut se présenter à une élection, à un poste quelconque. Vous aussi, par exemple? Et je n'ai pas cette ambition-là pour l'instant aujourd'hui. Mais en vérité, c'est un pays qui a tellement besoin de ressources. On est bien obligé de se dire d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, pourvu que elle puisse apporter quelque chose à ce pays, pourquoi pas. Donc Wyclef a essayé de se présenter à l'élection présidentielle et il n'a pas été retenu pour concourir, mais d'autres artistes, comme le président Michel Martelly, l'actuel, ont pu passer à travers les gouttes. Et aujourd'hui, Michel Martelly, l'ancien chanteur, dirige ce pays. On peut penser ce qu'on veut de sa façon de diriger, de sa façon d'être, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je ne suis pas sûr que Haïti ait gagné au change dans cette affaire, mais bon, après, tout le monde peut se présenter à une élection. D'accord. Alors, après avoir travaillé à plusieurs radios, donc Radio Vision,
Vision 2000, oui. Vision 2000, France Culture, Radio France Internationale, RFI. Qu'est-ce que vous préférez, la radio ou la télé? Oh, ne me demandez pas de choisir, parce que je suis... Finalement, au bout de ces 18 ans bientôt d'expérience professionnelle, je suis un enfant de l'audiovisuel. Voilà, et j'aurais adoré faire un peu de presse écrite. J'ai essayé une fois. Il y avait un journal haïtien à Paris qui s'appelle Haïti Caraïbes Express, qui s'est transformé en Haïti Tribune. J'en ai été le rédacteur en chef pendant quelques mois. J'aurais adoré faire un peu plus de presse écrite. L'occasion ne s'est pas présentée plus que cela, mais je suis d'abord et avant tout un journaliste, un enfant de la presse. Oui. D'accord. Donc Philomé Robert, depuis 2006, vous êtes ici à France 24, avec ce beau décor qu'on voit là. Vous présentez donc le... Oui, effectivement. Comment se déroule une journée type, votre journée type de travail? Alors, moi, c'est pas la journée type, c'est la matinale type, parce que je présente les journaux du matin, du vendredi, du samedi et du dimanche. Eh bien, la journée commence déjà la veille, parce que on se réveille, moi, en ce qui me concerne, à 2h ou à 3h du matin, pour être à la chaîne à 3h ou à 4h. Il faut évidemment, la veille, avoir été au courant de ce qu'il s'est passé dans l'actualité mondiale. Il faut donc s'être informé. Et évidemment, on ne peut pas tout savoir, mais savoir le maximum de choses. Évidemment aussi, il y a les courriers, les mails de la rédaction qui nous parviennent. Comme ça, on a une idée la plus large et la plus complète possible de ce qu'il y aura dans les journaux. Et puis, une fois arrivé, premier arrêt, le maquillage. Voilà, se faire beau, entre guillemets. Ensuite, il y a la conférence de rédaction et puis on se met à écrire. Tout ça à 2h, enfin avant 6h. Ah ben, on y va tambour battant, il n'y a pas une seconde à perdre. Et comme France 24, c'est une chaîne internationale, quand il y a une actualité qui arrive pendant que vous êtes en train de présenter, comment vous procédez? Cela s'appelle un breaking news. Tout dépend de l'importance de l'événement en question. Mais en l'espèce, si je parle de breaking news, c'est l'événement pour lequel on casse l'antenne. D'où le mot d'ailleurs de breaking news. Donc c'est l'événement qui écrase tout. Et sur son passage, du moins au moment où ça tombe. Et donc on casse l'antenne. Et là, pour le coup, on embraye avec soit un commentateur, soit un journaliste sur place, soit un envoyé spécial, enfin quelqu'un qui peut aider à comprendre davantage l'élément pour lequel on a cassé l'antenne. Oui. Et quand il y a plusieurs informations, parce que ça arrive souvent, qu'est-ce qui est privilégié? Quelle est l'information? Quel est le type d'information qui est privilégié? Il y a toujours une information qui occupe le haut du pavé en termes de hiérarchie. Et puis de toute façon, notre métier étant un métier de choix, on fait un choix de mettre en avant tel événement plutôt que tel autre. De toute façon, on essaie de tout traiter, même si ce n'est pas possible, en donnant l'importance qu'il faut à l'actualité en question. Cependant, il n'y a pas de concurrence, si vous voulez, entre les événements. Surtout ce qu'on raconte dans les journaux, ils sont tous parfois autant dramatiques les uns que les autres. Mais on essaye de faire en sorte d'apporter une lumière mue par le cœur de notre métier, à savoir l'humanité. En fait, si l'aspect humain n'est pas traité dans l'information, l'information n'a aucune importance. Ce que je voulais savoir un peu plus, c'est quelle est l'information qui est privilégiée, celle qui de la France ou des pays de l'Est, si plusieurs informations arrivent en même temps? Tout dépend encore une fois de l'importance de l'information. Faisons un peu de fiction. Je suis à l'antenne et on me raconte qu'on a tiré sur le Premier ministre ou le président de la République. Évidemment, sur l'instant, c'est le fait pour lequel on cassera l'antenne et toutes les autres informations passeront après, naturellement. Et puis au fur et à mesure que les éléments vont tomber, que les détails vont tomber, on se rendra compte que peut-être qu'on a tiré sur le président, mais il n'a pas été touché. C'est comme ça, il n'a pas été blessé. Et puis progressivement, cette information-là prendra sa place dans le conducteur, comme on l'appelle. Et puis au final, au bout de 3 jours peut-être, on n'en parlera plus, on parlera d'autre chose.
D'accord. À votre avis, quelles sont les qualités d'un bon journaliste? Il faut déjà s'intéresser aux autres. Et puis, il faut fondamentalement, je pense, avoir un intérêt pour la chose humaine. Si l'autre ne vous intéresse pas, il n'y a aucune raison de vous intéresser à ce métier, puisque ce que nous racontons, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous écrivons, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de savoir. L'information, c'est un droit. Mais d'abord et avant tout, ça participe de la construction de la société, ça participe de la démocratie. Mais d'abord et avant tout, l'intérêt, c'est l'humain, la personne humaine. Oui. Et à votre avis, est-ce qu'un bon journaliste est forcément un bon présentateur? Enfin, présenter, le présentateur est d'abord et avant tout journaliste. Oui. Il n'y a pas un métier qui s'appelle présentateur. Souvent, on entend des jeunes, leur fantasme, je veux faire ci, je veux faire ça, et je veux être devant la caméra. En fait, être devant la caméra, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un aboutissement. En vérité, le travail le plus difficile dans la présentation n'est pas tant de dire devant la caméra des choses, mais c'est d'abord de les avoir écrites. Et la plupart du temps, on a beaucoup de candidats, de candidates qui veulent bien faire joli devant la caméra, mais qui ne savent pas écrire. Et alors que le premier métier, on va dire, c'est d'abord savoir écrire. Oui, évidemment. Et justement, en parlant de jeunes, quels conseils auriez-vous à donner aux jeunes qui voudraient exercer le métier de journalisme? D'abord, commencer par s'intéresser aux autres. C'est fondamental. Et se dire que, en fait, la grande différence entre le journaliste ou le communicant, ou même parfois certains animateurs, c'est la distance que le journaliste pourra avoir par rapport à l'information. Quand il fait son journal, il ne fait pas un show. Ce n'est pas pour attirer du public, ce n'est pas pour faire de l'audience, mais c'est pour raconter des histoires et des histoires humaines. Donc d'abord s'intéresser aux autres, ensuite prendre le temps d'apprendre et d'écouter. Parce qu'on ne peut pas raconter des histoires sans écouter les autres, en vérité. Et prendre le temps aussi de lire, en fait, de s'informer, de pouvoir hiérarchiser, faire la part des choses, parce que nous sommes dans un monde où l'information est exponentielle, elle est multiple, il faut faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Quels sont les autres journalistes que vous appréciez? Oui, il y en a beaucoup. Je ne vais pas faire de personnalité parce que sinon je vais avoir quelques ennemis ou des amis qui m'apprécieront un peu plus. Non, mais j'adore les belles voix à la radio. Et j'adore les belles voix. Il y en a qu'on a envie d'entendre tout de suite, d'autres qu'on a envie de fuir. Comme laquelle? Et je ne dirai pas lesquelles. Mais j'adore les belles voix. Et non, enfin bon, comment dire, je me lance. Il y a par exemple certaines voix sur Radio France Internationale. Je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, mais il y a Laurent Sadou, je crois, dont j'aime bien la façon dont sur RFI, Radio France Internationale. Les journaux. J'écoute beaucoup la matinale de France Info avec Fabienne Synthèse. Il me semble, moi personnellement, c'est quelqu'un qui me parle. C'est-à-dire, tu es dans ton lit, tu es dans ton canapé en train de prendre ton café et quelqu'un te raconte le monde et tu n'as pas envie de fuir. Moi personnellement, j'aime bien écouter Fabienne Synthèse, que je ne connais ni l'air ni la danse, soit dit en passant. Mais sa voix vous accroche? Oui, bien sûr. C'est une voix que j'aime bien. Et à France 24, à part vous, bien sûr. Je ne parlerai pas de moi, j'ai une grande admiration pour les collègues. D'accord. Alors, Philomé Robert, nous allons conclure, comme à l'accoutumée de Bengué, avec un message en langue maternelle de votre part. Alors, ma langue maternelle, c'est le créole, et je dis à ceux qui nous suivent, Kimbela. Kimbéré. Kimbela, ça veut dire tenez bon. Merci Philomé Robert. Merci à vous. Bengué vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite.
Bienvenue sur TV5 Monde, toi-même tu sais. Ce soir, 8 personnes sur tous les continents, restez avec nous si vous faites cet honneur. J'ai parti, mais bienvenue dans un rappel à la vente de Canal. Bienvenue à tous. J'allais dire des trucs, mais ça tourne, donc non. Ça tourne. Hein. Alors, mon histoire avec TV5 Monde, c'est le Claudie Show. Bonsoir, bonne arrivée! C'est un vrai moment de divertissement, c'est un moment de culture aussi, mais c'est un moment où de temps en temps nous refaisons le monde avec bonne humeur, sourire, de la musique. Alors tu me dis, je suis quelqu'un de très engagé pour plus d'égalité parce qu'il y a évidemment toujours des problèmes de discrimination, toi-même tu sais. Nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Claudie Siard, ici à France 24, RFI. Bonjour Claudie Siard. Bonjour Hortense, merci de m'accueillir à nouveau dans l'émission. Je crois que j'étais un des premiers. Hein. Le premier. Ah ben voilà, Oui. le 1 des 1 comme l'a chanté mon ami Samy Dico. Ah oui, mais merci d'être là. Merci d'être là en tout cas pour un journaliste que nous aimons beaucoup. Philomé Robert. Exactement, oui. Ici à RFI et pas seulement. Et pas seulement. Et pas seulement. Ben oui, parce que c'est... moi j'aime à dire, lorsque les nôtres réussissent, dans des univers pas si faciles que ça, et lorsque l'on est en France, que leurs victoires sont les victoires de tous. Et au-delà de cela, c'est pas un propos qui est juste basé sur l'ethnique, mais parce que la réussite par la représentativité est très importante parce qu'elle permet justement à d'autres jeunes de se dire bah, pour moi aussi c'est possible. Mais c'est surtout parce que c'est un vrai professionnel, c'est un très bon présentateur. Qu'est-ce que vous pensez de son travail, de la personne? Ben moi je suis assez fier, moi j'aime à le regarder, alors même lorsque je suis évidemment rompu à l'actualité, je ne le regarde pas seulement pour connaître quels sont les derniers développements de l'actualité, mais parce que j'aime le regarder, j'aime sa voix, j'aime son talent de présentateur, et puis je sais que c'est quelqu'un également qui est engagé pour plus de justice dans ce monde, pour Haïti, c'est un militant aussi, et donc voilà, on a besoin de gens comme ça. Mais être militant ne veut pas dire que l'on ne respecte pas aussi les avis des autres, de ceux que l'on dit être nos adversaires. C'est un professionnel et c'est quelqu'un d'engagé parce que je crois et je suis déterminé à dire et à répéter ici et là qu'il faut repenser le monde et que le monde ne peut être repensé que si tous les individus, les femmes, les hommes de cette planète sont ensemble et disent le monde ne peut plus ne peut plus fonctionner comme ça. Et on le voit avec les problématiques de migrants, d'émigration, d'immigration, eh bien qu'il faut repenser le monde, qu'il faut repenser les frontières. Et c'est quelqu'un aussi qui lui a cette vision-là, une vision universaliste. Et ça c'est important. Certains le disent mais ne le sont pas, lui il l'est. Oui, c'est un journaliste militant. Il l'a expliqué dans l'interview. Comme vous êtes militant. On a vu ça avec votre grève de la faim. Entre autres, mais cette action-là, c'est une action de plus dans mon parcours de vie. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Ça m'a coûté cher parfois dans certaines chaînes de télévision françaises. Oui, mais alors avant de revenir à ça, mais dans certaines chaînes de télévision françaises, on a dit mais Claudie, t'es un des garçons les plus brillants de ta génération, mais ton côté militant, t'es pas assez lisse. Parce qu'en France, on veut que les journalistes qui réussissent soient des gens plutôt lisses. On aime les gens lisses. Alors que d'autres Français à la peau blanche ne sont pas lisses, et on pourrait citer Éric Zemmour et pas seulement, hein, et font leur métier. Mais nous, si on n'est pas lisse, ça ne marche pas. On ne nous pardonne rien. Qu'importe, ce n'est pas grave. L'action menée dans le cadre de cette affaire, exactement, dans cette affaire de Tropic FM, de conflits très violents internes qui débordent, beaucoup ont cru que ma grève de la faim était un acte de désespoir, alors que ce n'était pas du tout ça. Je savais pourquoi je le faisais. On va récapituler un petit peu rapidement. Quel est le problème? Moi, j'ai créé une radio qui s'appelle Tropic FM, qui est la radio ici en France des Français d'Outre-mer. J'ai associé dans ce projet-là 2 personnes. La première personne avec qui j'ai travaillé, c'est Patrick Lemur, mon ancien réalisateur à RFI. C'est lui, ben voilà, c'est lui qui a créé toute l'architecture technique de la radio. Et puis un financier. Alors j'avais le choix sur les financiers et j'ai fait le choix de travailler avec Stéphane Mouangué qui était il a travaillé dans le monde de la nuit et tout cela et je l'ai connu à cette époque-là. Et j'aurais pu vraiment faire autrement. Pourquoi avoir choisi quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'audiovisuel, enfin les médias?
Moi, je ne suis pas quelqu'un, contrairement à ce que certains croient, qui suis contre les mélanges ethniques dans le travail, dans la vie, raciste, comme certains les plus mauvaises pensées pourraient exprimer. Moi, je suis quelqu'un, lorsque les gens ont du talent, travailler ensemble, c'est être dans cet universalisme, justement, dont je parlais. Patrick Lemur est français blanc. Stéphane Mouangé est français métis et donc voilà, et moi je suis français antillais, enfin noir, voilà. Et donc, mais je trouve que voilà, il y avait un côté Benetton dans cet attelage, et j'ai voulu ça parce qu'on choisit les gens pour leurs compétences et pas pour la couleur de leur peau, pour leur appartenance ethnique. Voilà, moi je combats ça, il n'y a pas de raison. Et donc, ce choix-là, pour moi, m'a été reproché par des gens de la communauté antillaise. Et aujourd'hui, surtout avec le conflit, me disent « Mais tu n'aurais pas dû prendre quelqu'un qui n'est pas de notre communauté. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, et d'un autre côté, lorsque j'ai dit un jour, j'ai dit « S'il ne comprend pas les raisons de la naissance de cette radio, moi j'ai construit une radio pour justement aider à la construction de cette communauté. Nous sommes en France au regard de nos histoires particulières. Et donc, on est en train de se construire. » Parce que lui, finalement, lorsque je suis parti pour cette mission, lorsque je lui ai fait confiance, contrairement à RFI, avec qui j'ai fait un document disant qu'après ma mission de délégué interministériel, je reviendrai dans mes fonctions, avec lui, je lui dis « Ok, je te fais confiance, je te laisse les rênes, pour moi c'est plus important, et je reviens. » Et puis, il n'a pas voulu me rendre les rênes. Il a dit « Ben oui, alors le truc, l'actionnariat, et ceci et cela. » Et je me suis retrouvé piégé. Des gens à l'intérieur de la radio m'avaient prévenu « Attention, ils sont en train de faire un coup d'État, en mettant sa fille, sa femme, ils sont en train de faire un coup d'État contre toi. » Lui me disait « Mais non, laisse les gens raconter des conneries. » Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et actuellement, alors, qu'est-ce qu'on... Lorsque j'ai déplacé le problème, sorti parce qu'on est dans des actions judiciaires très lourdes, je voulais qu'on soit sur le terrain public et communautaire, que chacun comprenne que le combat que je mène, c'est un combat pour garantir l'avenir de cette radio, pour que les uns et les autres puissent s'exprimer, que le politique prenne ses responsabilités et que le CSA prenne ses responsabilités. C'est ce qui s'est passé, et donc a obtenu que Stéphane Mouangé, lui, a décidé qu'il vendait ses parts. C'est ce qu'il m'avait déjà dit en 2012, fin 2012. Non, pardon, en août 2013, le 29 août. Le CSA, c'est le Conseil supérieur. Voilà. Et donc le régulateur dans cette histoire. Et donc, lui dit, je vends mes parts, je m'en vais. Il a fallu que le CSA s'applique une deuxième fois encore pour une question de montant, que je ne révélerai pas ici, vous pouvez bien l'imaginer. Et donc, tout est réglé depuis le mois de juin. Et donc, au moment où nous parlons, où nous faisons cet entretien, rien n'est définitivement réglé parce qu'on ne comprend pas pourquoi, alors que tout est réglé. Vous voyez, on est encore, et c'est ce que moi je vis depuis 2012. Depuis des années, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de solution. Si, mais là, pour l'instant, maintenant, on ne peut pas tromper, je ne vais pas citer Nicolas Machiavel, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Là, la communauté attend. Le CSA attend, des promesses ont été données, il faut qu'elles soient tenues. Nous avons dit, puisque le prochain partenaire, si tout va bien, sera donc Olivier Laouché, le groupe Trace, tout a été réglé, l'aspect financier, et pas seulement. Bah oui, parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'important dans le monde des médias, internationaux aujourd'hui, et donc tout est réglé. Donc aujourd'hui, nous attendons. Mais si, alors la solution, elle est là. Alors c'est l'histoire d'avocats, c'est les avocats qui travaillent entre eux. Mais on a quelqu'un qui joue, qui se moque, qui... Est-ce qu'il y a un délai? Mais il y a eu un délai et qui a expiré à 2 reprises. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que chacun doit voir. Et puis durant ma grève de la faim, ce qui a été extraordinairement méprisable, au bout du 2e jour, sur l'Instagram de Tropic FM, on publie un gâteau et là les auditeurs et la communauté leur sont tombés dessus. Ça a été d'une violence, 22 000 personnes ont signé la pétition. Au bout de quelques jours, on a mis, puisque moi je dormais devant les ascenseurs par terre, on a mis des serrures sur les toilettes pour que je n'aille pas aux toilettes. Lorsque vous êtes en grève de la faim, vous buvez beaucoup et vous allez 5, 6 fois, 10 fois par jour aux toilettes. Et donc c'est un chef d'entreprise d'un étage supérieur qui est venu pour me dire « Tu peux utiliser les toilettes de ma société ». Vous imaginez l'inhumanité. Et ça traduisait vraiment la situation dans laquelle j'étais. Et beaucoup de gens ont compris exactement ce qui se passait. Il y a des gens dans leur vie qui ont des comportements... diabolique, et c'est vraiment dommage. Et c'est quelqu'un à qui j'ai toujours tendu la main, et lorsque je lui ai proposé d'être dans cette aventure, c'est parce que justement au regard de ce qui lui était arrivé, la violence qu'il a subie lui, à la suite d'un braquage dans une de ses boîtes de nuit, moi je voulais partager quelque chose de bénéfique avec lui, et voilà aujourd'hui où j'en suis. Mais l'émission étant consacrée à notre cher Philomé, je voudrais dire voilà, il y a des moments comme ça pour moi
de joie et de bonheur en voyant des gens qui sont plus jeunes que moi arriver, réussir, être appréciés. Et je le dis encore une fois, c'est une fierté. Et moi, voilà, c'est des victoires que l'on partage. Et ma génération doit être une génération de passeurs, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre à l'étrier beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons pour embrasser ces métiers-là ou d'autres métiers. Et la raison pour laquelle j'ai créé Tropic FM, c'est pour que ce soit une piste d'envol, un tremplin pour bon nombre de jeunes. Lorsqu'on voit Karine Gioc aujourd'hui sur M6 présenter le 12h45 d'M6, Karine Gioc, c'est Tropic FM. Elle a été mon assistante aussi à RFI, mais c'est Tropic FM. C'est ma petite sœur et je suis très fier. Voilà. Ben justement, en parlant d'RFI, on va conclure par là. RFI, c'est, comme vous aimez bien le dire, la famille. Ah oui, c'est la famille. Ah bah oui, oui. Couleur Tropicale a plus de 20 ans maintenant, depuis le 13 mars dernier. On peut rappeler les horaires. Alors c'est 16h10 temps universel, 22h10 à Paris, minuit 10 en rediffusion. Voilà, c'est une belle aventure, plus de 20 ans. Mais je suis en train, moi en tout cas, de préparer la succession parce que je ne serai pas là dans 5 ans et ni certainement pas dans 10 ans. Et j'ai vraiment envie de voir. Non mais moi j'ai envie de voir une. Alors je voudrais que ce soit une femme cette fois qui prenne ma succession et qui, par exemple. Il y en a d'autres sur les rangs. mais voilà, mais c'est ça. Moi, j'ai envie de laisser ce beau bébé à quelqu'un qui écrira son histoire aussi. Voilà. Il n'y a pas de raison que je m'accroche jusqu'à... On ne fêtera pas les 30 ans de Couleur Tropicale. Pas avec moi, en tout cas. On va conclure avec un message en langue maternelle. Ah, moi, en langue maternelle, pourquoi pas. C'est... non, t'es pas des créoles bazotes. C'est Kamberet pas moli, c'est molia qui raide. Nous allons au combat. Combat pour tout le monde, pour toute peuple. On est dans un combat pour tout le monde, pour tous les peuples. Et je disais tout à l'heure, repenser le monde. Et c'est vous et nous tous qui allons repenser ce monde pour léguer aux générations futures une autre situation que celle que nous connaissons, qui est une situation d'injustice, il faut bien le dire. Merci, Fodicia. Kamberet pas moli, toi-même tu sais. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, téléspectateurs, pour tous les gentils messages que vous nous envoyez. Ça nous fait très plaisir. Je tiens à remercier la team de France 24 qui nous a bien accueillis. Benoît Laporte, Max Saïkali et Thomas Edel Legrand. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Bengue. À très bientôt. Ciao. Bengue vous est présenté par les Vedettes de Paris, bateau croisière. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite.